ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Je suis toujours à Transfert, mon partenaire digitalisation, et je reçois avec grand plaisir quelqu'un que je suis depuis des années, que je suis de loin, de très loin, parce que c'est un cousin canadien. Il vient de Québec, Raymond Veillette, qui est une vraie icône de la préparation physique dans son pays. Ceux qui suivent depuis des années la préparation physique ici en France sur les différents réseaux, alors à l'ancienne, parce que ça fait des années qu'il officie. On n'a pas attendu Facebook ou YouTube pour connaître Raymond Veillette par chez nous. Le connaissent très bien, c'est quelqu'un d'extrêmement pointu, extrêmement pertinent. Je suis très honoré de l'avoir avec moi. Merci Raymond de faire tout ce chemin pour venir dans ABD Podcast. C'est un plaisir partagé. Et en plus, je saisis l'opportunité parce que vous savez qu'en France, on a toujours été très branché sur la préparation physique, sur le versant endurance, physio, métabolisme. Donc on prend le problème par le bout des filières énergétiques énormément. Voilà. Et à l'inverse, en Amérique du Nord et les États-Unis en particulier sont très branchés haltéro, force, neuromusculaire. Et qui d'autre mieux qu'un Québécois pour faire le lien entre les aptitudes neuromusculaires et l'aérobie? Oui, il reste que ça a été inspiré aussi d'échanges qui ont été faits avec des collègues français au niveau de la préparation physique, notamment sur l'utilisation de l'entraînement intermittent très court, toutes les formules conventionnelles qu'on connaît, le 10-10, le 15-15 et le 20-20. Alors, on s'est questionné comment peut-être adapter ça dans une nouvelle façon de développer les qualités de l'aptitude aérobie avec un volet neuromusculaire qui dessert bien le développement de cette qualité-là pour les sports à dominante puissance. Où on sait très bien que l'aptitude aérobie n'est pas le déterminant majeur de performance, mais ça en prend un petit peu pour être capable de supporter la répétition d'efforts. Donc, est-ce qu'il y a des formats différents des formats conventionnels qu'on connaît, course à pied, vélo stationnaire, autres trucs du genre, pour être capable à la fois de toucher le développement de cette qualité d'aérobie, tout en insérant la composante neuromusculaire, qui est si importante pour sport court, sport duel, etc. Alors évidemment, on parle de nécessité théorique, de cadres qui vont nous aider à comprendre, maîtriser et puis après concevoir des programmes d'entraînement qui font appel justement à ces concepts-là. Aujourd'hui, on sent un petit peu poindre le truc. Évidemment, on sait depuis des années que derrière la force se cachent des filières énergétiques. De la même manière que l'endurance pure et dure et la répétition d'une foulée, par exemple, repose sur des contractions musculaires. Et donc, fatalement, à un moment donné, cloisonner les choses n'est pas... Exactement. À des limites. C'est intimement lié. Les facteurs physiques qui expliquent la fatigue, ils sont à la fois bioénergétiques et neuromusculaires. Donc, c'est intimement lié. Nous, la nécessité peut-être de proposer des contenus à l'entraînement qui répondent à ces exigences-là. Et c'est une des clés, je pense, de la spécificité en fait, du travail. Voilà, en plus. C'est-à-dire qu'on est toujours sur la spécificité sur le geste, reproduire le geste. Voilà. Tu citais Fred Aubert qui viendra bientôt dans ce podcast, qui disait, je ne sais plus comment il le dit, mais reproduire le geste, ce n'est pas limiter. Transférer le geste, ce n'est pas limiter le geste. Il y a une autre phrase célèbre qui évoquait « s'entraîner pour, ce n'est pas nécessairement faire comme ». Donc, il y a moyen de trouver des trucs qui assurent la transférabilité de l'entraînement qu'on fait, sans nécessairement reproduire de façon ultra spécifique ce que l'athlète fait déjà amplement dans l'expression de son sport. Et une des pistes, c'est clairement d'identifier les paramètres neuromusculaires et leur expression dans le temps et donc dans une dimension fortement métabolique. Exactement, exactement. Et là, il y a des formules intéressantes à proposer. La formule d'intermittent très court appliquée sur les steps peut être une avenue très intéressante qui à la fois va développer les qualités d'aptitude aérobie chez l'athlète, en plus d'avoir ce volet neuromusculaire où la vitesse de déplacement d'appui, la réactivité de l'appui, la vitesse de mobilisation des appuis sont des facteurs aussi à considérer pour les sports à dominante puissance. Je trouve ça hyper intéressant. Déjà, on casse une première limitation méthodologique, un premier carcan. C'est que beaucoup de collègues se concentrent quand même sur, quand ils font du court, quand ils font de l'intermittent court,
se concentrent sur du 30-30, éventuellement du 20-20. Ouais. Parfois, ils vont faire du 20-10 parce que c'est un peu Ouais. l'ordre des choses. Mais j'observe rarement, hein, dis-moi si je me trompe, peut-être c'est un peu moins vrai au Québec, mais en tout cas chez nous, j'observe rarement du 10-10, du 5-5, du vraiment très très court. Et pourtant, tout cet éventail de procédés et de formules d'entraînement intermittentes ont chacun le bénéfice. Donc, de se peaufiner uniquement à utiliser le 30-30, ben oui, ça a des aspects intéressants au niveau des lactatémies, au niveau de la sollicitation cardiovasculaire, mais au niveau périphérique, le 10-10 vient apporter des éléments importants sur la répétition d'efforts, sur la fatigue neuromusculaire aiguë. Donc, on peut aller chercher différentes adaptations structurelles en jouant avec cette panoplie d'éventail de formules d'entraînement intermittent très court. C'est vrai que c'est intéressant de parler de périphérique et central, hein, Ouais. pour mémoire, juste pour les gens qui nous écoutent, hein, quand on est plus on est sur de l'aérobie fondamentale, pour faire simple, hein, et plus on va être sur de l'adaptation centrale, épaississement du ventricule gauche, épaississement du myocarde, volume d'éjection systolique, volume plasmatique, j'en passe et des meilleurs. Et plus on est sur de l'intervalle à haute intensité, et plus on est sur des paramètres périphériques. Effectivement. Puis c'est souvent un facteur déterminant pour résister à la fatigue dans les sports à dominante puissance. Et si on est capable de retarder l'arrivée de cette fatigue, bien, on a un athlète qui est plus performant longtemps dans la durée. Donc, c'est là l'avantage d'effectuer ces sollicitations-là qui sont hyper périphériques, parce que dû aux exigences musculaires de ces sports-là, bien, on majore beaucoup la demande en oxygène localisé. Donc, d'où l'importance d'aller jouer dans des formules de plus haute intensité et de plus courte durée. C'est vrai que les saturations locales sont hyper prégnantes. On peut prendre quelques exemples d'emblée, hein. On parle du badminton, par exemple. Oui, tout à fait. Tous les sports duels, boxe, volleyball, à la limite aussi, tous les sports où vous avez à vous déplacer rapidement dans peu d'espace, où ce que vous avez vraiment une réactivité d'appui au maximum, ben, vous avez des contenus d'entraînement qui peuvent impacter directement sur ces besoins-là. D'accord. Alors le 10-10, format hyper court, donc hyper qualitatif, j'imagine. Oui. On travaille du coup sur beaucoup moins de mouvements par série, ce qui nous permet de réguler quand même la qualité gestuelle et éventuellement de réguler aussi la complexité des exercices. Effectivement. Alors, libre à votre créativité pour inventer une panoplie d'exercices différents, au grand bonheur de l'athlète qui n'aura aucune séance qui sera très monotone. Donc, un 10-10 sur les steps, et vous pouvez mixer sur un step, 2 steps, 3 steps, et vous avez une variété d'exercices qui est à l'infini, qui vient bonifier, en plus de la sollicitation aérobie, cette espèce de qualité d'appui que vous avez besoin aussi en parallèle à développer. C'est vrai qu'on partage une passion commune, parmi plusieurs, mais on partage une passion commune pour le step. Ouais. Je trouve que c'est un outil absolument fantastique pour le travail justement cardio qui mêle une notion de qualité neuromusculaire. Du coup, bon, je rappelle pour les gens qui nous écoutent seulement sur Spotify, sur iTunes, Deezer, etc., qu'une version enrichie de ce podcast vidéo existe sur mon site web et que du coup, Raymond partage avec nous tout un tas de vidéos que vous pouvez voir qui agrémentent ce podcast et où vous allez pouvoir voir concrètement ce qu'on peut faire avec un step et justement sur ce format spécifique 10-10. Alors, relance d'intensité, s'il en est, sur terrain court évidemment, mais au final, moi j'entends parler de plus en plus ces dernières années de relance de puissance, d'endurance de puissance. Ouais, voilà. Et donc finalement, même des sports comme le triathlon par exemple, qui sont de la vraie endurance, malgré tout ont de tels niveaux d'intensité aujourd'hui et de relance, notamment au moment des passages et de transitions, qu'on peut se dire finalement qu'aller chercher des intensités très très hautes, très très courtes ça peut même avoir du sens pour ces sports-là. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, tout à fait. Dans les sports d'endurance, où ce que développer l'aspect raideur musculaire a un impact important sur le coût énergétique de l'action, qui fait en sorte que c'est un facteur clé dans la performance de longue durée. Mais le travail sur les steps, qui fait en sorte que c'est un travail très localisé au niveau de la cheville, bien, on vient créer des adaptations neuromusculaires qui peuvent être transférables et améliorer ce fameux coût énergétique-là. C'est important dans la performance d'endurance. D'autant plus, c'est une forme de pliométrie qui est à faible intensité
et surtout dirigé en cheville plutôt qu'avec de grandes flexions de genoux. Donc, on est vraiment sur les groupes musculaires qui sont intéressants, notamment pour la course à pied, le cyclisme, etc., sans trop créer une fatigue aiguë chez les athlètes de sport d'endurance. D'ailleurs, dans quelques temps, on fera un podcast spécifique dédié aux utilisations alternatives de la pliométrie. Je pense que tu as beaucoup de choses à nous apporter là-dessus. Donc, vraiment, ne limitez pas. Je pense que si on se résume à ce stade-là, ne limitez pas cette très haute intensité sur des durées très très courtes, notamment le 10-10, c'est l'exemple qu'on prend ici, à des sports très courts à haute intensité sur terrain court. Bien d'autres disciplines peuvent en bénéficier. Et je reviens sur ces notions de transfert dont on parlait en introduction. Du coup, le step et ce travail très court là va permettre justement de se rapprocher, d'orienter le travail, d'être dans de la prépa physique orientée, vers la discipline. C'est-à-dire qu'il y a plein d'exercices qui sont... Exactement. En plus, on parle de haute performance, mais c'est aussi des contenus intéressants à proposer chez les jeunes en développement, surtout à bas âge, où on tente d'élargir leur vocabulaire moteur, mais en faisant tout ça dans un aspect ludique aussi. Donc, le format peut autant desservir des besoins de l'athlète de haut niveau que chez les jeunes qui doivent développer un répertoire moteur très, 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 très large. Alors toi, tu es un de ces rares coachs qui ont gardé leurs athlètes toute leur vie. Certains athlètes travaillent avec toi depuis qu'ils sont tout bébés. Et une deuxième difficulté, c'est qu'on avait souvent ces athlètes-là dans des périodes hors saison qui étaient très, très, très longues. 12 à 15 semaines d'entraînement. Est-ce qu'on n'a pas... Voilà. Donc, ça nous oblige, à être très créatifs pour éviter la monotonie de nos contenus et avoir une espèce d'aspect ludique pour que l'athlète ait le goût de revenir constamment, venir s'entraîner avec le groupe pour le garder à long terme très engagé dans son processus d'entraînement. Donc, c'est vrai que c'est en soi une performance déjà de garder aussi longtemps des athlètes de ce niveau-là, parce que certains jouent et même les athlètes de haut niveau aiment le jeu, aiment s'amuser. Alors, si tu es capable, en plus, de créer un aspect ludique tout en améliorant la qualité physique que tu souhaites, tout le monde est gagnant-gagnant. Tout le monde est content. Tout le monde est content. Tout le monde est engagé. Exactement. Ouais. Et même pour nous, dans notre intervention, ça nous nourrit aussi. Bien sûr. C'est non négligeable. Et du coup, bon, il y a tout un tas d'athlètes que tu as eu tout jeune, junior, puis que tu as amené, que tu as encore, qui jouent encore en ligue professionnelle de hockey. À quel âge tu introduis ce type de contenu et comment ça évolue sur la durée, ce type de contenu, d'abord en 10-10 d'une part, et puis d'autre part, ce travail spécifique sur le step, tu as un petit retour à nous faire là-dessus? Oui, en fait, le plus tôt possible, à bas âge, parce que l'objectif est différent de l'utilisation qu'on peut en faire avec l'athlète de haut niveau. Donc l'idée, c'est vraiment là, améliorer tous les aspects moteurs chez le jeune, qui va vraiment lui servir plus tard pour qu'on essayer d'acquérir des actions plus complexes, des actions motrices plus complexes. Donc, le plus tôt possible. Puis, c'est à nous d'adapter le format en fonction de nos capacités physiques actuelles. Donc, choisissez la complexité de l'exercice, choisissez la hauteur de step, choisissez la durée d'effort, choisissez le nombre d'exercices proposés par série, choisissez le volume d'entraînement total. Bon, l'évolution de tout ça, complexité des exercices. Donc, ajouter 2 steps, rajouter 3 steps, rajouter 4 steps, augmenter le niveau de difficulté sur le plan motricité, membre supérieur, membre inférieur. Alors, vous voyez, le nombre d'exercices est infini. Après ça, vous jouez sur les différents paramètres de durée d'effort, intensité, nombre d'exercices dans la série, nombre de séries, et vous avez un truc hyper adapté pour l'athlète de haut niveau. Alors, du coup, si on peut être un peu prescriptif, toi, tu utilises, j'imagine, les steps Reebok. Oui. Ouais, donc... ou toute forme de matériel qui peut ressembler à la configuration d'un step. Donc, pas obligé d'avoir sous la main des steps pour être capable de donner ces sollicitations physiques. Évidemment. L'avantage du step Reebok, c'est c'est pas pour faire de la pub, c'est qu'il est très standardisé. Et ajustable. Et ajustable, donc on sait qu'il y a 4 positions de hauteur. Et très stable. Et très stable. Important aussi. Antidérapant, c'est hyper important pour nous. Pour éviter que ça verse en cours d'exercice, donc c'est sécuritaire. Ouais. Et du coup, en termes de hauteur, toi, tu préconises quoi? Tu vas jusqu'où? Est-ce que tu surélèves jusqu'au maximum de ce que ça propose? Est-ce que parfois tu mets 2 steps l'un sur l'autre? Jusqu'où est-ce que tu vas? Je me prive de rien, dans le sens que j'essaie d'adapter les trucs en fonction du niveau de capacité physique et de la sollicitation recherchée.
Donc, c'est clair que pour les plus jeunes, un step plus bas, ça diminue l'intensité du travail. Mais aussi, le step plus bas va nous permettre de jouer plus sur la vitesse de mobilisation des appuis. Tandis que le step plus haut vous oblige à vous engager plus physiquement sur la détente de l'appui. Donc, on peut aller impacter sur autre chose. Donc, je vais jouer avec la hauteur des steps. Et après ça, bien, ça sera le niveau de complexité au niveau moteur en rajoutant là, plusieurs steps dans différentes configurations. Alors, vous voyez l'infini, là. Ouais. Et toujours, du coup, sur ton format de base, sur ton cadre de travail, en 10-10. Bien, oui, en 10-10, c'est mon cadre de référence, mais il y a toujours l'élément clé, la planification d'entraînement, la progression. Donc, souvent avec les jeunes, ou peu importe, lorsqu'on est en reprise d'entraînement, peut-être le format 10 secondes d'effort, 15 secondes de repos, c'est un format qui assure une progression au niveau de la mise en charge. Après quelques semaines, on tombe sur la modalité 10-10. Et après ça, bien, c'est de voir s'il y a un intérêt à faire du 15-15. Parce que dans cette modalité de travail-là, où c'est quasiment un travail rythmique comme sur l'échelle, hein, sur place, très dynamique, bien, peut-être le 15-15 dans cette modalité de travail-là crée un stress beaucoup trop élevé par rapport à ce qu'on souhaite développer. Donc, la modalité 15-15, même si on augmente de 5 secondes d'effort, tu sors déjà un petit peu de ton cadre qualitatif. Ça durcit beaucoup la difficulté de l'entraînement qu'on prescrit à l'athlète, de passer du 10-10 au 15-15. Donc, oui, c'est possible d'en faire du 15-15, mais sachez que simplement passer du 10-10 au 15-15, vous durcissez passablement l'entraînement. Oui, c'est vrai que paradoxalement, je réfléchis à mesure que tu expliques. Moi, pour le vivre en circuit, j'ai quand même l'impression qu'un 15-15 est beaucoup plus proche dans l'expérience neuromusculaire et cardiovasculaire de ce qu'on vit en 30-30, alors que le 10-10, c'est vraiment particulier. Oui, voilà. Alors, mais même à ça, hein, il y a des modalités de travail où, théoriquement, faisons du 10-15 avant de passer à du 10-10 pour être progressif, et attention au 15-15. Mais en même temps, il y a un coach qui m'a fait remarquer, pour les jeunes qui s'initient au step, qui sont à exécuter l'exercice de façon très lente, qui fait en sorte que tu as peu de sollicitations métaboliques, mais le 15-15 peut peut-être s'y prêter dans leur apprentissage pour, au minimal, avoir une sollicitation physique intéressante. Voilà. Fait que c'est un monde de nuances. C'est un monde de nuances, l'entraînement sportif. Fait que c'est être fin observateur sur la sollicitation que je suis en train de prescrire à l'athlète, comment il réagit à ça. Alors, ça nous permet d'adapter les modalités de travail correctement. Bien sûr. Et du coup, sur ces qualités neuromusculaires, on sait qu'elles s'adaptent énormément puisque la coordination progresse. Est-ce que tu observes, toi, parfois qu'ils développent des stratégies d'économie gestuelle? C'est-à-dire qu'on peut presque aller à l'inverse de ce qu'on espérait faire, c'est-à-dire mêler qualité d'appui neuromusculaire et paramètres de force, puissance, relance de vitesse, etc., avec le métabolique. Bon, et pas de bol, ou bol, puisque du coup, c'est ce qu'on cherche in fine. Ils progressent tellement que du coup, les pas croisés, les pas chassés, tout ça deviennent presque une deuxième nature. Et du coup, l'impact métabolique s'effondre. Et là, du coup, c'est là que tu tombes dans tes adaptations, j'imagine. Ce qui serait intéressant à mesurer. Alors, nous, on s'amuse avec ces modalités-là. On suspecte que ça crée ces adaptations structurelles, mais sans trop savoir, parce qu'on n'a rien mesuré, si on améliore vraiment cette espèce de coût métabolique. Bon, logiquement, on pense que oui, mais il serait intéressant, effectivement, de le mesurer plus précisément. Alors c'est amusant, je te pose cette question parce que moi, le 10-10, je le connaissais évidemment en théorie, je l'ai véritablement pratiqué et découvert en Russie. Les entraîneurs là-bas ont un circuit un peu traditionnel qu'ils font à l'approche des compétitions à un moment un peu spécial. Ils appellent ça le 100 série. 100 série, un mélange d'anglais et de russe. 100 série. Du coup, ils vont faire 100 fois 10-10 d'affilée. Mon Dieu. Et en fait, ils le font tellement. Il y a des fois des exercices qui sont très très simples, ils ne font pas sur des steps. Hein. Parfois, des exercices qui sont très très simples, c'est juste des crunchs enchaînés. Des fois, c'est assez rudimentaire. Parfois, ce sont des mouvements de judo spécifiques. Parfois, ce sont des ondulations d'élastique, donc un petit peu comme les battling ropes, mais beaucoup moins intenses. Donc, plus en fréquence. Et en fait, ce que j'observais, c'est que justement, ils sont devenus tellement experts de ce circuit qui est récurrent, qui est une routine, que le truc devient vraiment presque un circuit d'endurance fondamentale. Et du coup, au fond, ils s'en servent peut-être même plus pour faire le poids à l'approche des compètes que pour véritablement relancer de la qualité neuromusculaire. Je pense qu'ils sont au point
où il faudrait, pour rester dans ta philosophie, hein, c'est Ouais. peut-être pas ce qu'ils poursuivaient comme objectif, mais ils en sont au point, pour rester dans ta philosophie, où il faudrait Ouais. complexifier Ouais. ou réintensifier d'une Ouais. manière ou d'une autre, reglisser du jeu et de l'intérêt et de la nouveauté. Ouais. Et ça doit faire des athlètes excessivement résistants à la fatigue. Ouais. Sur le plan neuromusculaire. Sur le plan neuromusculaire. Ouais, ouais. Ouais. Sur le plan métabolique, Et ce qu'on souhaite dans ces activités-là. alors par contre, sur le plan métabolique, du coup, ça s'effondre un petit peu en deuxième partie de combat. Ils Ouais. ont plus de mal à finir à pleine balle. Donc, Par contre, effectivement, les actions à très très haute intensité sont poussées jusqu'à 1 minute 30, 2 minutes dans le combat, ce qui n'est pas le cas des autres nations. Et par contre, ça chute d'un coup après, parce qu'il n'y a pas, les soupapes nécessaires, le pouvoir tampon qui se met en place. Ils n'ont pas tout ça, quoi. voilà. Donc, ça revient à l'endurance de puissance ou l'endurance de force-vitesse. Hein. Dans la capacité à réitérer des efforts explosifs, ben, il y a ces modalités d'entraînement qu'on vient d'exprimer qui ont un impact intéressant. Alors toi, justement, en nombre de séries et en blocs d'entraînement, tu fonctionnes comment Bon, ça peut être des séries qui proposent 6 exercices différents. Et on peut répéter ça sur 4 à 5 séries avec un petit repos de 3 minutes. Éventuellement, vous pouvez augmenter le nombre d'exercices dans la série, de passer 6 à 8, et aussi augmenter le nombre de séries proposées. Donc, vous êtes capable de faire moduler ce volume d'entraînement-là en fonction du niveau de difficulté que vous souhaitez donner à votre semaine ou votre microcycle d'entraînement. Donc, tu gardes quand même des temps de récup qui sont quand même très très longs pour vraiment préserver la qualité gestuelle. C'est l'endurance de puissance, mais qualitatif. C'est important. Parce qu'on peut être dans une endurance de puissance où les modalités de travail sont trop longues, les récupérations sont trop courtes, et l'exercice ne reflète plus vraiment une situation de fatigue dans le jeu. On est trop loin. Ça devient un entraînement qui est plus punitif que logique. Bien sûr. Logique, ouais. C'est vrai que les auditeurs vont dire que je reviens encore à la charge un peu avec les mêmes thématiques, mais pour moi, le coaching est en perte de vitesse et on est de plus en plus dans des setups où on place les gens et puis après, advienne que pourra. Ouais. Et bon, de toute façon, l'exercice se suffirait à lui-même pour structurer la technique, évidemment pas. Non. Et du coup, l'avantage de ces 3 minutes, c'est que c'est des zones d'interface avec l'athlète, où on peut régler les choses, exiger de la qualité, exiger de la pertinence. Ouais. Ouais. Et si on veut optimiser la performance, c'est un passage nécessaire. OK. Écoute, hyper enrichissant. Oui, là, je crois que les auditeurs ont du concret, c'est génial. Merci à tous de nous avoir suivis. Raymond reviendra dans d'autres épisodes. Vous pourrez très très vite d'ailleurs les avoir sur le e-campus en avant-première comme d'habitude. Et je vous invite à suivre et à vous abonner à ABD Podcast puisque vous savez qu'on est très productif et on reçoit toujours des gens très enrichissants. J'en profite, alors Raymond est un petit peu de l'ancienne école, donc vous ne le trouverez pas sur les réseaux sociaux, en tout cas pas facilement. Ou pas directement, il faudra venir nous voir régulièrement si vous voulez l'entendre à nouveau, ou tout simplement aller le voir chez lui, à l'Université de Laval à Québec, qui est une haute place de la préparation physique et de l'entraînement. Vous verrez, j'ai eu la chance moi d'y aller, c'est absolument spectaculaire. Clairement, on est un petit peu largué, ça donne de quoi rêver. Et vous pouvez trouver son DVD qui est distribué au CRES et qui reprend justement pas mal d'éléments de step et de haute intensité sur du 10-10 notamment. Donc un gros répertoire gestuel à aller chercher là-dedans. N'hésitez pas à rester au contact et à aller voir ce qui se fait sur cres.fr. Exercice d'agilité et de renforcement musculaire, ça s'appelle. À très bientôt pour un nouvel épisode. Encore une fois, un grand merci Raymond. Merci à toi. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.